Bonjour à tous, notre webinaire va bientôt débuter. Donc, Audrey, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci. Voilà. Donc, j'ai vraiment un très grand plaisir de commencer d'introduire ce séminaire. Donc, merci à tous les participants et à nos panélistes qui se sont joints à nous via donc le Zoom. Merci aussi aux organisateurs de ce moment de partage et d'échange. Donc, je suis Audrey Loridan-Baudrier, directrice adjointe d'IMT Minalbi. Voilà, notre école est une école publique d'ingénieurs qui se trouve au sud de la France, pas très loin de Toulouse, et dans une ville de caractère et d'histoire, et qui nous permet aujourd'hui de rayonner sur un ensemble de territoires, notamment situés en Occitanie. Alors, c'est un plaisir pour moi d'introduire cette conférence. Comme vous le savez, alors nous sommes une école de taille moyenne, hein, à peu près 1000 étudiants, environ 65 à 70 enseignants-chercheurs. Donc, petit mais costaud. Donc, on essaye de défendre une vision de l'école d'ingénieurs à la fois en recherche, en formation et innovation. Excusez-moi pour le bruit. Très en lien avec le monde socio-économique, notamment les entreprises. Et c'est un petit peu notre marque de fabrique. Et ça, nous en sommes très fiers. Et nous sommes aussi une école, malgré sa taille, qui est très attachée à son internationalisation et notamment donner à nos élèves ingénieurs la possibilité d'être ouverts à d'autres cultures, à d'autres contextes socioculturels, de pouvoir travailler à l'international, que ce soit pendant des stages, mais aussi pour leur premier emploi. Donc, notre école aussi est très ouverte en termes de recrutement, puisque nous avons à peu près actuellement 24 doctorants de différentes nationalités africaines, tantôt francophones, tantôt anglophones. Et pour nous, c'est une vraie richesse de pouvoir compter sur ces doctorants qui viennent de différents pays, qui ont un parcours scientifique qui vient justement enrichir nos perspectives, nos programmes de recherche. Et aussi au niveau de nos personnels également, nous avons environ une petite dizaine de personnels qui sont nés en Afrique et qui sont aujourd'hui, qui travaillent à l'école et qui sont très attachés justement à créer des réseaux scientifiques avec leur pays d'origine. Notamment, par exemple, on a un enseignant-chercheur d'origine guinéenne et qui aujourd'hui s'engage dans un projet très, très ambitieux de créer des écoles doctorales en Afrique de l'Ouest et donc de fédérer des énergies de recherche dans cette zone. Mais pas que, parce que nous sommes aussi partie prenante d'un groupe qui s'appelle le groupe IMT, Institut Mines Télécom, qui a une implantation à Dakar, qui travaille en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal et aussi sur l'Afrique subsaharienne. Et donc, un tas de projets, d'initiatives qui confortent en fait notre lien avec les pays africains. Nous avons aussi un projet avec le Togo, à Lomé, avec l'université de Lomé, et nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec eux pour créer un incubateur à l'université de Lomé. Voilà, donc je vous donne quelques exemples. Je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, mais quelques exemples qui montrent notre attachement à ces liens entre pays, entre continents. Et ce qui aussi nous fédère dans ces activités, ben, c'est l'usage de la langue française. La langue française, dans l'établissement de ces liens, eh bien, est un facteur important parce que c'est vecteur d'un certain nombre de symboles, de valeurs qui nous relient. Et ça, c'est très important pour nous. Et on s'attache justement à cultiver ce lien très fort. Alors, pour autant, on travaille aussi dans d'autres langues, mais aussi avec l'anglais. Vous savez que la recherche au niveau mondial, elle est vraiment très orientée vers l'usage de l'anglais. Nous, ce que nous défendons, c'est vraiment le multilinguisme
c'est de pouvoir être agile dans un maximum de langues, de pouvoir justement communiquer en français, mais pourquoi pas aussi en anglais, en allemand, en espagnol. Et donc, nous sommes très attachés à ça, à cette diversité des langues et à cette capacité de nos scientifiques à pouvoir travailler avec un maximum de collaborateurs ou de contacts extérieurs. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur notre école plus que ça, mais je voulais juste souligner notre attachement à internationaliser notre école, à faire bénéficier nos élèves et doctorants d'opportunités de travailler et en bonne intelligence avec des scientifiques du monde entier et en particulier avec l'Afrique, parce que c'est vraiment en Afrique que dans les décennies à venir, la recherche va être vraiment importante et impactante. Voilà, donc je voulais aussi remercier nos panélistes ce soir, Madame Olfa Zeribi, donc de l'AUF, Monsieur Kani Alem, qui nous fait l'honneur de cette conférence, et Monsieur Evan Alari, qui nous a rejoints. Voilà, donc très bonne conférence à tous et à toutes, et au plaisir d'échanger dans le monde réel. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup, Audrey. Donc, maintenant, nous allons laisser la parole à Olfa Zeribi, qui est la directrice Europe occidentale de l'Agence universitaire de la francophonie, de l'AUF, et qui est basée à Bruxelles, et qui nous fait l'honneur de venir introduire cette conférence. Donc, je vous laisse la parole, Olfa. Merci beaucoup. Alors, écoutez, je souhaite la bienvenue à tous les participants qui sont là et surtout à l'ensemble des organisateurs. Ça a été un vrai plaisir d'organiser, enfin en tout cas d'échanger pour ce séminaire, pour qu'il puisse se dérouler, pour qu'il ait lieu et qu'il puisse se réaliser. Alors, j'aimerais peut-être revenir pendant un court moment sur le mois de mars et ce qu'il revêt comme signification, et en particulier le 20 mars dernier. Donc, nous célébrions la Journée internationale de la francophonie. Et donc, vous avez choisi, je pense que vous l'avez certainement fait dans ce sens, vous avez choisi cette période parce qu'à cette occasion et partout dans le monde, la langue française et la diversité culturelle qui l'accompagnent ont été mises en avant par de nombreuses actions et elles sont célébrées. Donc, je pense que l'organisation de ce webinaire trouve toute sa place. Et je suis plus que ravie de pouvoir échanger avec vous sur la promotion de la francophonie, et en particulier dans les zones géographiques que vous évoquiez tout à l'heure. Il faut savoir que l'Agence universitaire de la francophonie, c'est un réseau de 1000 membres, hein, pour ceux qui connaissent déjà. Environ dans 120 pays, ces membres sont implémentés dans de nombreuses régions, et disons les 5 continents, voilà, pour faire court. Mais j'aimerais revenir sur l'AUF et en particulier en Afrique. Ces 4 directions régionales implantées sur l'ensemble du continent africain et près de 400 membres répartis dans 38 pays, 28 implantations, et j'expliquerai après la notion d'implantation. Donc, l'AUF en Afrique est un acteur clé sur le terrain et impulse un dynamisme local important avec de nombreux projets. Donc, un acteur clé de terrain, l'AUF met en avant la mise en réseau et de nombreux partenaires institutionnels et académiques, dont l'École des mines d'Albi Carmo, qui est membre de l'AUF Europe occidentale et qui participe à la création de ces dynamismes territoriaux francophones et local et international, et régional et international, si je puis dire. Et j'aimerais dire que nous vous félicitons vraiment parce que vous répondez souvent présents et à l'appel de nos projets. J'aimerais juste ne citer qu'un exemple qui est patiente. Le projet, voilà, c'est votre programme, et c'est un programme qui a fait l'unanimité des évaluateurs, de nos experts ici, l'AUF Europe occidentale, et il illustre bien la présence sur le terrain de l'AUF en Afrique, mais aussi l'implication de l'IMT Minalbi. J'aimerais rappeler pour les auditeurs que c'est un programme qui a pour objectif la création d'un outil de gestion pour la continuité des activités des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest.
Et c'est grâce à ce travail collaboratif avec des équipes de recherche dans une forme de coopération complètement solidaire et complètement inclusive sur le fait d'aller chercher les talents là où ils sont et les mettre ensemble. C'est comme ça que l'on co-développe des projets et que l'on co-construit sur des thématiques pertinentes et des éléments et des objets de recherche qui le sont tout autant. Donc, c'est grâce à ce travail collaboratif et ce qui m'a interpellée dans ce projet, c'est aussi le fait d'avoir mobilisé pas seulement les établissements de santé avec les chercheurs, mais aussi des associations étudiantes en France et en Guinée. Et c'est cette ouverture-là, justement, celle de pouvoir développer et expérimenter des formes de partenariat qui sont en lien avec la science vers la société, ou en tout cas de ce qu'elle peut révéler comme défis sociétaux. Ça, je crois que c'était un très beau sujet. Je félicite vos équipes qui ont mis en place ce projet-là, en tout cas que nous portons avec un grand plaisir et dont nous aimerions avoir les résultats pour pouvoir les valoriser. Et là, il faudra revenir vers nous. Je sais qu'il y a un accompagnement de qualité qui se fait au niveau de l'AUF Europe occidentale pour cela. Nous avons aussi un autre projet qui est Apprendre, je crois, dans lequel il y a une implication très forte, qui est une autre illustration de mise en réseau des acteurs en charge de l'éducation et d'expertise pédagogique, puisque 26 pays sont éligibles à ce programme et qui prétend à l'apport des services, des outils et expertises dans le domaine pédagogique et universitaire. Et enfin, je ne pourrais vous quitter et puis finir cette allocution en parlant de notre programme phare, puisqu'il peut intéresser vos étudiants, ingénieurs, le centre d'employabilité, les centres d'employabilité francophones que l'AUF met en œuvre et qui permet de répondre à un besoin exprimé par de nombreux jeunes doctorants quant à leur insertion professionnelle. Les acteurs de ce programme peuvent bénéficier d'un réseau de formation et de soutien pour le déploiement de celui-ci en Afrique, et il faut se retourner vers des centres d'employabilité francophones qui se situent dans ces implémentations. Donc, la valeur ajoutée de ces programmes et des initiatives qui accompagnent des États et des gouvernements pour mettre en place un enseignement et une recherche universitaire francophone de qualité. Et je pense que vous avez là tous les ingrédients et vous avez réuni tous les membres du panel et notre éminent professeur et expert qui va nous dévoiler ça dans un moment. Encore une fois, toutes mes félicitations pour ce bel événement et merci d'avoir associé l'AUF à l'invitation de cette belle conférence. Eh bien, merci beaucoup, Madame Zeribi, pour tous ces éloges. Et en effet, je tiens à rappeler que la collaboration entre IMT Minalbi et l'Université de Lomé n'est pas de nulle part. Elle naît d'un projet étudiant. On a une association étudiante, les Saventuriers, qui se rendent régulièrement au Togo. Et donc, c'est le président de cette association qui a rencontré un responsable de l'Université de Lomé. Alors, je n'ai pas les détails exactement, mais cette collaboration est née d'un projet étudiant. Et ensuite, ce projet étudiant a évolué. Les relations se sont institutionnalisées et aujourd'hui, beaucoup de collaborations existent entre nos deux institutions. Alors maintenant, j'ai la lourde tâche de présenter notre intervenant, notre conférencier, Kang Lee Alem. Lourde puisque il a de nombreux attributs. Kang Lee Alem est un homme de lettres, à la fois écrivain, traducteur, critique littéraire. Il est diplômé d'un doctorat de l'Université de Bordeaux 3, ce qui lui a permis de connaître la ville d'Albi par le passé. Et il est surtout lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2003 avec un ouvrage Cola Cola Jazz qui va être réédité très prochainement et dont on a réussi à se procurer à IMT Minalbi quelques exemplaires. Et il est surtout membre du Conseil permanent de la francophonie où il est le représentant du Togo. Alors, Kang Lee, je vais vous laisser la parole. Vous me dites, j'espère ne pas avoir dit de bêtises à votre égard. Ce dont on voulait parler aujourd'hui, c'était, vous savez, on a plusieurs sons de cloche. On sait que la francophonie
va gagner beaucoup de points, beaucoup de locuteurs, notamment grâce aux différents pays africains. Je sais qu'il y a 21 pays africains qui ont le français comme langue officielle. Et d'un autre côté, on voit que certains pays africains privilégient d'une certaine manière la langue anglaise, comme c'est le cas du Togo qui a rejoint l'Union Commonwealth en 2022. Donc, on voulait vous poser la question, voilà, est-ce que aujourd'hui, dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, est-ce que le français est une langue clé comme elle a pu l'être par le passé? Donc, je vous laisse la parole, Kang Ni. On aura, on aura de la place, on aura à la fin du webinaire un moment pour répondre aux questions de tous les participants. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez commencer à les noter, comme l'a indiqué Evan, dans le chat. Voilà. Kang Ni, je vous laisse la parole. Merci à tous pour cette introduction. Merci beaucoup, Alexis. Je voudrais, pour commencer, te rappeler dans quelles circonstances j'étais venu à Albi. Maintenant, je m'en souviens. Quand on en parlait, en réalité, c'est grâce à Madame la directrice adjointe que je me suis souvenu qu'il y avait un événement lié à une traduction d'un de mes textes en occitan par la revue Occitania. Voilà. D'accord. J'avais été invité à Albi par la revue Occitania. Bon, ça fait très longtemps, je n'ai pas réussi à devenir un auteur occitan. Désolé. Merci à tous et bienvenue à cette causerie, plutôt causerie que véritable conférence. Et je remercie le collègue, le professeur Nyon Baba, de m'avoir refilé cette conférence en plein mois de la francophonie. Il est vrai que j'enseigne dans un département dont l'objectif principal est l'enseignement du français, l'enseignement des littératures francophones, des littératures africaines en français. Et donc, la langue de travail par excellence de mon département reste et demeure le français. Cela dit, la représentation que je fais auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, comme le représentant personnel du chef de l'État, à l'OIF, m'obligeait aussi de partager avec vous cette double expérience, à la fois universitaire et diplomatique. Donc, si je ne dis pas tout, on mettra ça sur le compte des effets de la diplomatie. Je contournerai peut-être certaines questions, mais aucune question n'est contournable indéfiniment. À la fin, on y reviendra dans les discussions si possible. Donc, j'ai pour thème le français comme langue clé pour l'enseignement supérieur en Afrique. En guise d'introduction, je vais peut-être commencer par une évidence qu'Alexis a touché du doigt rapidement, à savoir que le nombre de locuteurs et le nombre d'apprenants du français est un nombre très important lorsqu'on regarde la carte de l'Afrique. Je me suis basé un peu sur les derniers chiffres du rapport produit sur la langue française dans le monde par l'OIF. On parle de 23 millions d'apprenants. On insiste sur apprenants. Les locuteurs, c'est un autre débat. 23 millions d'apprenants, au moins, pour les territoires où la langue est reconnue comme langue officielle, c'est-à-dire langue de travail, langue d'administration, etc. Alors, du coup, dans cette configuration, on a un système éducatif que l'on peut considérer comme un système francophone. Et ce système francophone va être tributaire d'un contenu qui est lui-même formulé dans la langue française, qui a une histoire sur le continent africain, une histoire sur laquelle nous n'avons pas besoin de
revenir. Donc, que ce soit les sciences, les humanités dans nos universités, le vecteur principal qui va être utilisé va demeurer la langue française, dans une certaine mesure, sans déjà anticiper sur la difficile question du passage de la recherche universitaire, même africaine, en anglais. On y reviendra. Donc, on apprend beaucoup le français en Afrique. On lit, on écrit, on calcule, et on partage beaucoup d'expériences dans cette langue dont l'acquisition est un parcours de combattant. L'acquisition de la langue française n'est pas le sujet de cette causerie, ok? Mais j'insiste là-dessus pour que les gens comprennent la prouesse que c'est pour nombre d'universitaires africains d'arriver à un sommet en utilisant une langue dont ils ont dû maîtriser tous les aspects pour pouvoir communiquer, soit de façon excellente, aussi soit de façon médiocre. Mais en tout cas, je parle de communiquer. Donc, que ce soit médiocre ou excellent, l'essentiel, c'est que la transmission que l'on va faire d'un savoir dans cette langue est liée à un long parcours d'acquisition de la langue. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, l'objet de cette causerie, c'est de parler plutôt de l'usage que l'on fait de la langue française dans l'enseignement supérieur. Donc, je voudrais insister un peu sur ce que j'ai vu, ce que je sais de ce qui se passe après le niveau de la licence et les questions d'accès aux ressources académiques pour les masterants et autres doctorants dans le système LMD, qui est le système qui est pratiqué aujourd'hui par l'ensemble du système éducatif francophone. Aussi pour l'ensemble des enseignants-chercheurs de ces universités. Donc, il sera question de ce que cette langue représente au quotidien dans le système universitaire francophone africain. Évidemment, je parlerai des inégalités qu'il y a entre le français et l'anglais principalement, parce que il y a d'autres langues. Si vous prenez par exemple l'université togolaise, on se rend compte qu'il y a un attrait des chercheurs très important pour les bourses américaines et les bourses allemandes. Donc, cela veut dire que dans l'histoire même d'un pays comme le Togo, la langue allemande représente un point focal sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais je vais m'arrêter simplement aux inégalités entre le français et l'anglais en termes d'accès aux ressources, et puis je parlerai un peu des nouvelles recommandations pour les langues d'enseignement dans les masters professionnels au niveau de plusieurs universités francophones d'Afrique. Dans un premier point, je vais planter le décor, une sorte de panorama rapide de la place du français en Afrique, en lien avec la place de cette langue même dans le monde hors de l'Hexagone, hors de la France qui est la matrice. La place du français dans le club des langues internationales est une place qui est tout le temps disputée, mais qui se confirme d'année en année, justement, grâce à l'évolution du nombre de locuteurs.
l'Organisation internationale de la francophonie, qui célèbre, enfin, qui a décidé de célébrer au mois de mars. On a d'abord parlé de la quinzaine de la francophonie, ensuite le mois de la francophonie, la semaine de la langue française. Donc, l'OIF a choisi la date du 20 mars, justement, pour permettre à l'ensemble de la communauté francophone de se retrouver autour de projets communs. Et à cette occasion, l'OIF publie des nouveaux chiffres que l'Observatoire de la langue française compile tout le long de l'année. La plus récente édition de son rapport, La langue française dans le monde, qui vient de paraître chez Gallimard, fait état de 321 millions de francophones dans le monde, ce qui est quand même un chiffre assez important. La place du français dans cet ensemble-là, souvent on classe le français comme la cinquième langue, on met le français au cinquième rang, quoi, comme la cinquième langue la plus utilisée, la langue dont le nombre de locuteurs se confirme d'année en année. Un locuteur, bon, un locuteur, c'est quoi? Oui, c'est une personne qui est capable de comprendre le journal en français, je vais dire, le journal en français facile, et qui est capable de tenir une conversation, n'importe laquelle, la plus élémentaire possible, en français. Donc, la croissance de cette langue se confirme. J'ai relevé dans le rapport quand même que en l'espace de 4 ans, il y a eu une augmentation de presque 7% de locuteurs, ce qui montre que le français n'est pas une langue aussi délaissée que l'on voudrait le croire, et que sa démographie est globalement acceptable. Bon, certes, la situation n'est pas égale partout, d'un continent à l'autre, dans l'ensemble de cette grande francophonie. Alors, si le nombre de francophones augmente dans le monde, petit cocorico africain, on va dire que c'est grâce à l'Afrique. Bon, alors ça, c'est le Sherpa qui parle, c'est le représentant du Togo à la francophonie qui parle. Ce sont des données que nous passons notre temps à rappeler parce que, justement, pour que les gens comprennent ce qui se passe, il faut quand même leur expliquer que la croissance de la démographie africaine en zone francophone va de pair avec l'utilisation de cette langue, peu importe la maîtrise que l'on en a. Et la croissance se constate surtout en Afrique subsaharienne, qui a vu augmenter de 15% le nombre de francophones sur son territoire sur les 4 dernières années, comme je le disais, par rapport aux observations qui sont faites dans le rapport La langue française dans le monde paru récemment. Donc, c'est quand même 2 fois plus que la hausse observée dans la francophonie internationale prise dans son ensemble. L'Europe, c'est pas l'Afrique. L'Europe, oui, l'Europe reste en bonne position, quoi, 42% de francophones. Quand on dit ça, que plus de 100 millions d'Européens parlent français, bah, je vous dirais que chaque fois que je vais même parfois en France, il m'arrive de rencontrer des gens qui ne parlent pas français, mais qui parlent anglais. En Allemagne, oui, même avec des collègues universitaires, même s'ils ont la possibilité de parler le français, on ne sait pas pourquoi, en fin de soirée, tout tourne, tout se transforme et Babel revient et le français a tendance à disparaître et l'anglais réapparaît.
on va dire que c'est l'influence du vin français lui-même qui transforme les humeurs. Ça, c'était pour rigoler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on constate quand même que sur le continent européen, certes, les gens continuent de parler le français, mais ils n'y sont pas systématiquement accrochés pour des tas de raisons que l'on peut comprendre. Pour terminer, je parlerai de ce que j'ai vu dans le rapport sur l'espace américain, États-Unis, Canada. Bon, il y a quelques beaux morceaux d'utilisateurs et de locuteurs de cette langue, avec 19,2 millions de francophones, soit 6% de la francophonie mondiale. Ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres qui me permettent justement de montrer et d'insister sur l'importance de cette langue dans l'administration, le système universitaire africain. Pour en revenir justement à l'Afrique, on remarquera que au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, il y a des pays membres comme le Ghana, qui est un pays anglophone par définition, et certains pays anglophones dans l'Afrique subsaharienne, comme le Nigeria, comme le Ghana, ont adopté des politiques d'enseignement du français puisqu'ils ont choisi le français comme la deuxième langue après l'anglais. Donc, les étudiants anglophones, et nous, à Lomé, au Togo, ici, nous en avons l'expérience à l'université de Lomé. Quand vous entrez sur le campus, la première chose que vous verrez, c'est ce grand institut qui s'appelle le Village du Bénin, qui accueille des étudiants du Nigeria, du Ghana, parfois plus loin, de la Sierra Leone et autres, qui viennent apprendre le français dans le cadre de leur métier respectif. Donc, pourquoi les étudiants anglophones de ces pays comme le Nigeria, le Ghana, choisissent, ou pourquoi on les incite à choisir le français, à apprendre la langue française? J'ai un étudiant qui a fait un mémoire de master sur l'enseignement du français langue étrangère à l'université de Lomé, à l'Institut du Village du Bénin. Justement, j'ai repris quelques caractéristiques, quelques explications qu'il donne pour quelques raisons simples. Quand il a interrogé les étudiants anglophones eux-mêmes, les réponses sont simples. Alors, on apprend le français pour voyager plus facilement, pour apprendre une culture. Ils estiment que le français est une langue de culture incomparable. Bon, je ne sais pas ce qu'ils entendent par incomparable, mais ils insistent aussi sur le fait que ça facilite pour eux l'insertion professionnelle dans leur pays, ou ceux qui ont encore des ambitions plus grandes, la langue française leur ouvrirait la porte d'universités renommées au niveau européen ou au niveau mondial. Les étudiants maîtrisant le français dans les pays anglophones africains peuvent également, sous certaines conditions, bénéficier des bourses du gouvernement français pour suivre un 3e cycle d'études en France dans toutes les disciplines et obtenir un diplôme internationalement reconnu. Donc, je crois que cela élargit les opportunités de ces braves étudiants qui doivent se taper une langue qui n'est pas facile à apprendre, mais c'est aussi l'occasion pour leur pays de les former à élargir toutes les opportunités, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient commerciales. Là, c'est de la politique, ce que je vais dire. La France est quand même 6e puissance commerciale. Donc, c'est un partenaire économique clé et c'est quand même la destination choisie par beaucoup d'investisseurs africains. Donc, on va dire que les meilleurs étudiants
subsahariens qui maîtrisent la langue française ont quand même le réflexe de choisir la France pour leur projet professionnel, malgré les difficultés politiques de ces 15-20 dernières années entre la France et l'Afrique. Mais on ne va pas parler du diable. Il faut aussi rappeler que le français est la seconde langue la plus apprise dans l'autre partie de l'Afrique. Je parle du Maghreb. Dans la zone du Maghreb, malgré le poids de plus en plus important, même si c'est idéologique un peu, le poids de l'arabe, oui, la langue française demeure une langue qui attire le Maghreb, le Moyen-Orient. On trouve quand même dans ces régions des apprenants du FLE, le français langue étrangère. Et je prendrai l'exemple de 3 pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, que je connais un peu parce que j'ai travaillé sur leur littérature pour ma thèse. Ces 3 pays ont quand même un lien historique, culturel et linguistique évident avec la France, malgré le côté fédérateur de la langue arabe, l'usage du français comme répertoire de communication et comme marqueur social n'a pas totalement disparu, même si ça a régressé. La présence de la langue française est très significative dans bien des domaines, dans ces 3 pays, comme l'administration, la presse écrite. Voilà. Le nombre important de presse francophone dans le Maghreb, pour tous ceux qui ont déjà mis les pieds en Algérie, en Tunisie et au Maroc, est quand même quelque chose qui permet de réfléchir. Toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent de voir l'anglais et le français en même temps sur le plan visuel, dans l'espace public, dans l'espace familial. On reste quand même un peu locuteur de cette langue. Donc, on va dire que, de façon générale, le français reste une langue qui a de la signification dans l'Afrique subsaharienne, que ce soit sur le plan entrepreneurial, professionnel, ou sur le plan éducatif de base, ou sur le plan éducatif universitaire à un niveau très important. C'est un constat. Maintenant, j'aborde en point 2 la question de l'usage de la langue française dans le contexte précis de l'enseignement supérieur, privé et public. Il faut croire que les universités, même Albi a ce problème, quoi. Il faut croire que toutes les universités qui utilisent le français ont décidé de croire qu'une seule langue, parler une seule langue ou maîtriser une seule langue ne suffit plus ou ne suffit pas, je ne sais pas. À quel moment c'est plus ou pas, il faut décider. Peut-être aussi parce que un étudiant qui parle plusieurs langues a des chances de multiplier ses chances sur le marché de l'emploi, que ce soit dans son propre pays ou au niveau international, parce que les professions contemporaines sont friandes justement de cette multiplicité de langues. Apprendre une autre langue, c'est acquérir une richesse supplémentaire et s'ouvrir à d'autres horizons.
Le français est, avec l'anglais, la seule langue qui est parlée sur les 5 continents. Dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement supérieur, dans la plupart des pays africains, les étudiants s'intéressent au français. Pourquoi? Pour des raisons qui sont un peu des raisons contraintes. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un système éducatif qui utilise déjà le français. Ils ne sont pas là pour défendre la langue française. Ils ne sont pas là pour faire l'illustration linguistique de cette langue-là. Ils l'étudient parce que le système l'a imposé. Donc, ils essaient de s'y faire. C'est que l'organisation de l'enseignement dans la langue française a déjà été un choix pour la plupart des pays africains subsahariens en particulier, d'organiser une certaine visibilité internationale à leur système éducatif en termes de reconnaissance, de mobilité des enseignants et des étudiants, d'efficacité et, je suppose, de qualité de l'enseignement. Les pays francophones, que ce soit ceux de l'Afrique subsaharienne, ceux du Maghreb, à des dates très rapprochées, je remarque, ont tous adopté ce système qu'on appelle le système LMD, licence, master, doctorat, qui était déjà en application dans plusieurs pays européens et dont français. Alors, ce système se caractérise par un mode, bon, je dis des évidences, hein, tous les collègues connaissent ça, c'est un mode d'enseignement modulaire et semestriel, avec des nouvelles offres de formation, la capitalisation des acquis, l'instauration de la culture de l'évaluation continue et pas la souplesse qu'offre, que le système offre ou offrirait en matière de mobilité et de passerelle. Et comme l'unité d'enseignement, le français, reste la discipline la plus enseignée sous sa forme pratique, la grammaire, la syntaxe, les techniques de communication et autres, le français va être la langue la plus enseignée chaque année dans toutes les facultés, écoles et instituts des universités africaines. On a même constaté que de nouveaux départements de langue française ouvrent leurs portes. Récemment, à l'université du Ghana, à Legon, le département de français qui avait disparu est réapparu. Même à l'université de Lagos, où je fais parfois des missions, à un moment donné, ils avaient créé, fait disparaître le département de français, un département qu'ils ont appelé département d'études européennes. Mais c'est marrant, quand tu arrives au département d'études européennes, la langue qu'on enseigne, c'est la langue française. Donc, les filières, toutes les filières confondues, utilisent cette langue justement peut-être pour son côté organisationnel, comme je l'ai dit rapidement, et aussi pour la visibilité que le système éducatif à qui on emprunte des choses permet d'obtenir. Donc, ce n'est pas simplement une question de langue pour la langue, c'est une question de la langue pour ce qu'elle permet de faire. Il est vrai que moi qui enseigne dans un département de français, même si on l'appelle département de lettres modernes, c'est quand même un département de français. J'ai constaté que la plupart du temps, les étudiants, ils s'inscrivent en français par défaut.
Voilà. Puisqu'on constate beaucoup d'échecs en fin de première année et beaucoup d'abandon. Bon, c'est que la maîtrise n'étant pas suffisante pour entrer dans des études qui sont plutôt d'ordre littéraire, philosophique et anthropologique, l'échec est avéré. Mais il y a cet aspect pratique de la langue française qui va apparaître dans les autres filières. Les filières que dans l'université, nous appelons parfois les filières protégées, les filières scientifiques, où on a un accès peut-être restreint à la langue française, mais toujours est-il que même ces filières, après l'obtention du baccalauréat, continuent de mettre des UE de français dans leur curricula. Pour des raisons qui sont évidentes. C'est que les connaissances de la langue, si elles font trop défaut, même dans ces filières-là, il y a un manquement qui est constaté. Donc, beaucoup d'universités subsahariennes vont mettre en œuvre tout pour que la langue française continue d'être enseignée sur le plan pratique, oral ou écrit, le plus longtemps possible jusqu'à la fin de la licence. Le français sert donc de vecteur d'enseignement et de langue de communication dans les universités, centres universitaires, dans les écoles de BTS, instituts nationaux, dans les écoles normales supérieures, dans les nombreuses formations universitaires où les unités d'enseignement sont fondées sur les écrits professionnels et techniques d'expression écrite et orale. Au Togo, c'est quand même plus de 80% des écoles et universités privées qui exigent l'enseignement du français avec des crédits compris entre 2 et 6. Quand même, 2 crédits, déjà, on n'est pas dans l'UE complémentaire, quoi. 6, là, on est dans le fondamental. Quelle que soit la filière, c'est la pratique que l'on constate au niveau des universités privées du Togo. Comme quoi, ce n'est pas parce que tu vas aller faire du management ou des études de génie civil que tu ne dois pas maîtriser la langue dans laquelle peut-être le matériel que tu vas installer pour le pont que tu vas construire sera écrit. Alors, par contre, oui, j'y faisais allusion, la maîtrise de la langue française est parfois magnifique dans les filières scientifiques, mais dans les disciplines même genre littéraire, j'ai parlé de beaucoup d'abandon. Peut-être aussi que l'UE obligatoire de français vient à point nommé pour permettre aux étudiants de corriger certaines difficultés éprouvées pendant leur formation avant le baccalauréat et leur permettre d'assimiler les technolectes savants dont ils auront besoin peut-être pour ceux qui vont aller plus loin au niveau master et doctorat. Bien, j'espère que je ne vous ennuie pas trop. Je vais boire un coup. Il fait très chaud là où je suis. Il fait vraiment, vraiment, vraiment très chaud. Je ne sais pas quelle est la température en ce moment chez chacun d'entre vous, mais je vous assure que j'ai la gorge sèche, mais ce n'est pas une raison pour ne pas terminer cette causerie. Je m'en vais donc aborder, après avoir bu un coup, aborder le point 3 de ma causerie, l'accès aux ressources académiques pour ceux qui viennent après la licence, les masterants et les doctorats dans notre système LMD,
et aussi pour l'ensemble de la communauté des enseignants-chercheurs des universités francophones. Alors là, on entre dans quelque chose, à mon avis, dont il faut approfondir l'étude. J'ai un frère qui est actuellement Fulbright à l'université de New York, qui a fait des études en français en Allemagne et qui est revenu enseigner à l'université de Lomé, mais je l'ai toujours vu chercher à aller faire des recherches aux États-Unis. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Je parlais tout à l'heure de la persistance de la relation qu'il y a entre l'université de Lomé et un pays comme l'Allemagne, persistance de relations qui sont même plus importantes que les relations entre les universitaires togolais et le système de coopération français. Cela signifie quelque chose. Cela signifie quoi? À mon avis, cela signifie que sur le plan de la recherche universitaire après la licence, au niveau doctoral et postdoctoral, il y a une sorte de déclin du français au profit de l'anglais. Ne tournons pas autour du pot. Il y a une sorte de déclin. De façon plus concrète, j'ai essayé de regarder avec la bibliothèque de l'université de Lomé quelques chiffres sur les publications. On a juste choisi les sciences sociales, les sciences médicales, dans les données de la base Web of Science. La première remarque, c'est que l'indexation des articles, on est au Québec, Canada-Québec, hein, l'indexation des articles ne se fait pas en français, mais en anglais. Et bon, même sur une plateforme, a priori francophone, qui s'appelle Érudit, une plateforme québécoise qui rassemble l'ensemble des revues savantes et culturelles francophones auxquelles nos étudiants ont accès depuis nos bibliothèques universitaires, on se rend compte que quand on calcule le nombre d'articles diffusés sur Érudit, on arrive à un constat très déséquilibré que vous comprendrez. Les articles en anglais constituaient, la dernière fois que nous avons regardé, 70% de tous ceux publiés en sciences sociales et 30% de ceux des disciplines des arts et lettres, proportion très faible pour une plateforme qui est francophone. Alors, les demandes de subventions, de bourses que les universitaires subsahariens envoient aux organismes de financement de la recherche, d'abord, si vous écrivez la demande en français, vous n'avez aucune chance. Donc, on va écrire cette demande majoritairement en anglais, même si sur les plateformes de ces organismes, on affiche clairement le bilinguisme en disant vous pouvez y participer en français ou en anglais. Mais, sous-entendu, on apprécierait beaucoup que vous le fassiez en anglais. Même pour les chercheurs dont la langue française est devenue une sorte de langue, pas maternelle, mais naturelle, hein, ayant fait plusieurs années d'études dans cette langue-là, au moment de choisir les institutions de recherche, l'ordinateur recalcule tout et le logiciel va basculer du côté du sociolecte anglais. Le constat semble être identique pour tous les jeunes chercheurs
des universités francophones non bilingues. Alors, il y a donc une difficulté au moment de faire des travaux de recherche, une difficulté d'accessibilité à des documents physiques ou numériques en français, ce qui ralentit les travaux de recherche et parfois même les affaires académiques de l'Université de Lomé le font remarquer aux encadreurs. Parfois, quand on lit les travaux, ben, on se rend compte que les informations, les données, les ressources auxquelles les jeunes chercheurs ont accès sont d'une pauvreté désarçonnante. Toutes les recherches ou sujets liés au domaine des arts, de l'audiovisuel, du cinéma, par exemple, quand on fait une thèse dans ce domaine, 90% de la bibliographie est donnée en anglais sans aucune possibilité de traduction, à moins que vous fassiez du jonglage, que vous copiez les textes, que vous allez dans Google Translate. Alors, du côté des enseignants, c'est un peu le même problème qui se pose. Bon, on ne dispose peut-être pas d'un état des lieux objectif sur les pratiques correspondantes dans la transmission. Bon, toutefois, moi, j'ai remarqué ces derniers temps que lorsqu'on crée des masters professionnels dans nos universités, on insiste beaucoup sur les tests en anglais pour l'accès à ces masters-là. Et c'est même devenu obligatoire pour certains masters. Et donc, oui, je pense qu'il y a une sorte de passage, c'est pas un passage à l'ennemi, une sorte de substitution, voilà, de la langue anglaise à partir du niveau master et doctorat, à partir du niveau recherche, qui fait qu'aujourd'hui, on le constate, même lorsqu'on a accès aux logiciels de traduction automatique, ça fonctionne toujours dans le sens, bah oui, c'est d'abord l'anglais et on va traduire vers le français. La dernière fois, j'ai envoyé un article à une revue dont je tairai le nom, un bon francophone. La réponse que j'ai reçue, bah oui, mais il faut nous refaire le résumé en anglais, l'abstract, le fameux abstract. Bon, voilà, c'est comme ça. Le fait de publier en français, on va dire, n'empêche quand même pas une certaine visibilité. Il y a quand même des gens qui continuent à recevoir des prix internationaux. C'est très évident, par exemple, dans les sciences mathématiques, où il y a énormément de réussites sur le plan des distinctions. Alors, qu'est-ce qu'il faut recommander pour les langues d'enseignement dans les masters professionnels au niveau des universités francophones d'Afrique? Bon, alors, ce sont des idées comme ça, hein, jetées en vrac. Je crois quand même que l'AUF, qui est notre référent, l'Agence universitaire de la francophonie, qui est un peu notre référent au niveau de plusieurs universités francophones d'Afrique, elle le fait déjà, hein, mais elle devrait insister davantage au soutien à la formation des doctorants, formation initiale et continue des personnels de l'éducation de nos universités. C'est très important. Et que ces universités soient publiques ou privées, je crois qu'il ne faut pas faire de distinction parce qu'aujourd'hui, les universités privées, les universités publiques
sont pratiquement au même niveau dans nos contrées. Donc, il faut continuer à appuyer la formation en français par une aide aux offres d'enseignement et surtout encourager les échanges et les partenariats entre établissements francophones. Ce que je dis là, c'est très important parce que, bon, chaque fois que moi-même, il m'arrive de vouloir aller faire un peu de recherche, je reçois des propositions spontanées qui viennent de structures allemandes, structures de coopération allemandes, et je me dis, je n'ai pas la même possibilité avec les grands établissements européens, français par exemple. On va dire les choses clairement, français. Donc la coopération culturelle francophone semble bugger au niveau de la France, au niveau de la relation entre la France et les universités francophones. Et pourtant, on devrait stimuler ces échanges et ces partenariats par non seulement des jumelages, mais des circulations entre enseignants. Bon, alors, on constate aussi qu'il y a une sorte de promotion que la France elle-même a choisi de faire en disséminant un peu le programme français dans le contexte international. Je parle ici de la multiplication à Lomé, à Ouaga, au Bénin, des lycées qui ouvrent au programme d'enseignement français. Il paraît qu'il y en a même à Dubaï. Il y en a partout de plus en plus. C'est bien, mais cela se fait quand même, je pense, au détriment de vrais échanges et de partenariats entre les universités françaises et africaines. Donc, ce sont des recommandations que je formule avec la présence de nos amis de l'AUF, l'AUF étant un opérateur important de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai déjà eu l'occasion à certaines sessions du Conseil permanent d'en discuter avec le recteur de l'AUF. Mais ce sont des questions qui restent ouvertes et il faut y travailler. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je crois que je vais conclure et puis on va peut-être discuter d'autres points, d'autres sujets, de points qui peuvent fâcher mais qui ne fâcheront jamais. Pour conclure cette causerie, qu'est-ce que je peux dire? Bon, je peux dire qu'il y a quand même un constat intéressant. La langue française demeure encore une langue mondiale, et puisque son territoire s'étend et continue de s'étendre malgré les avanies sur les 5 continents. Mais il est peut-être aussi temps que nous apprenions à habiter ensemble cette francophonie, à l'habiter vraiment, dans l'équilibre des langues, des besoins de chacun, face à la prédominance de langues qui se substituent à d'autres. Si nous voulons rester en francophonie, il nous faut mettre en place une sorte de charte qui nous permet de savoir où nous allons réellement, ce que nous voulons faire de cette langue. Bon, mais là, c'est une autre question qui demanderait plus d'éclaircissement politique et idéologique. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci à vous, Kangli. On va vous libérer un peu. Enfin, quoique, vous allez devoir répondre aux questions. Donc, merci beaucoup pour toute cette présentation. Alors, je vais inviter les participants du webinaire, de la causerie, à participer, à poser leurs questions dans la fenêtre de discussion ici-bas. Alors moi, je vais commencer, je vais ouvrir le bal pendant que les autres participants, les autres spectateurs écrivent. Je regardais les chiffres de la mobilité, par exemple, des étudiants togolais, mobilité internationale. Parce que vous savez que nous, au sein des relations internationales à IMT Minalbi, on regarde beaucoup la mobilité des étudiants. Et je voyais que donc près de 40% des étudiants togolais, lorsqu'ils sont en mobilité internationale, choisissent la France. Ça représente, alors j'ai les chiffres sous les yeux, près de 3000 étudiants. Et en fait, dans le top 10 donc, de toutes les destinations internationales, finalement, on retrouve beaucoup de pays francophones. La France donc, est à la première place, mais le Sénégal est à la deuxième place, la Côte d'Ivoire ensuite, puis viennent le Canada, le Maroc, le Burkina Faso, le Bénin et l'Allemagne en 8e position. En tout cas, parmi les 7 premiers pays où les étudiants togolais se rendent, ce sont donc des pays en grande partie francophones. Donc, est-ce qu'on peut affirmer que le fait de parler français, que la francophonie permet de faciliter la mobilité intra-africaine dans ce cas? Je veux aussi ajouter que l'agence Erasmus est en train de lancer un nouvel appel d'offres pour faciliter la mobilité. Alors, non pas forcément entre les étudiants, pour les étudiants, alors pas forcément entre l'Europe et l'Afrique, mais pour faciliter la mobilité intra-africaine. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Alexis. Oui, le constat est juste. Les chiffres ne mentent pas. Même si la France reste la première destination, il faut remarquer qu'il y a de plus en plus une mobilité intra-africaine qui s'impose par la création de centres d'excellence. Bon, le Sénégal, c'est très connu. Le Sénégal a beaucoup de centres d'excellence en matière de sciences sociales, de lettres, langues et arts, qui attirent bon nombre d'universitaires africains, dont togolais, que ce soit en droit, en philosophie. Il y a cette mobilité-là. Et l'université de Lomé elle-même reçoit énormément de chercheurs qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Et ça, je crois que c'est un choix des universités qui essayent de mettre en cohérence un peu les pratiques des universités africaines dans le cadre du système CAMES qui couvre l'enseignement supérieur en Afrique et à Madagascar. Ça marche beaucoup. Mais même si il y aurait 3000 étudiants qui choisiraient plus la France que le Sénégal, moi, je pense quand même que il y a une logique qui voudrait que la mobilité intra-africaine ne se substitue pas complètement à la mobilité vers la France, parce que ici, nous parlons d'excellence et de facilité d'accès aux ressources. Donc, cette tradition d'excellence n'exclut pas de continuer à plutôt travailler en termes de pourcentage une mobilité aussi importante vers la France. Mais c'est mon point de vue personnel. Très bien. Alors, on a une première question de votre collègue, Non Baba, qui vous félicite. D'abord, félicitations aux conférenciers. Pour la promotion de la langue française, est-ce qu'il ne faut pas, entre autres, soutenir les revues francophones avec indexation afin d'attirer et encourager les collègues à publier dans ces revues? En effet, il y a très peu de revues francophones indexées dans des bases internationales. En conséquence, les publications sont majoritairement faites dans des revues d'expression anglaise. Donc, c'est ce que vous disiez. Et j'irai même je vais ajouter une question à sa question.
les institutions francophones ne devraient-elles pas disposer de services de traduction pour que tous les articles qui soient publiés en anglais puissent être publiés également en français? Donc, j'ajoute ma question à celle de Claude Baba, désolé. C'est les mêmes préoccupations. C'est le vieux débat qui avait commencé depuis les années 60-70, où les Américains qualifiaient la science en France de provinciale. C'est ça, c'est le truc. Et alors, d'année en année, on a vu des pratiques bizarres s'instaurer. Même en France, on le constate dans les universités, les noms des revues qui étaient en français changent en anglais. Je ne sais pas comment s'appelle la revue Albi, mais je suis sûr qu'il doit y avoir un peu d'anglais dans l'intitulé. Mais ce sont des substitutions qui ont l'air anodines comme ça, mais qui finissent quand même par changer la donne. Ce que dit le collègue Baba sur l'indexation des revues francophones est un vrai problème. Les bases de données que nous disposons dans le système du CAMES, par exemple, on remarque que l'indexation dans des revues françaises n'existe pratiquement pas. Et un universitaire togolais, lorsqu'il veut participer à un concours du CAMES, ben, il va publier des articles qui ne sont pas indexés. Peut-être pas en médecine, où la plupart des revues étant en anglais, l'indexation va de soi. Mais pour ce qui est des sciences humaines, les sciences sociales, c'est une catastrophe. Alors, comment le faire? Moi, je ne sais pas. Sur ce plan, je ne suis pas un vrai expert. Mais je pense que c'est un véritable enjeu qu'il faut absolument mettre à l'ordre du jour. Il y a eu des tentatives au Québec, au Canada, mais les mêmes qui défendent cette idée de l'indexation des revues francophones finissent par abandonner le projet au bout d'un certain moment. Alors, comment le faire? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que la traduction systématique doit peut-être être la solution pour permettre que le grand nombre de données que nous avons en anglais puissent être livrées aux chercheurs en français sans les obliger forcément à aller apprendre l'anglais. Voilà. Très bien. Alors, on a une autre question de Gérard Azzalo qui vous félicite à nouveau pour la causerie et lui demande, est-ce que le déclin de la langue française ne serait pas un effet de cette francophonie qui reste centrée sur la France et qui n'arrive pas à être mondiale et plurielle, comme le dit Michel Lebris dans sa théorie de la littérature mondiale? Je vous Oui, laisse répondre. Charles Gérard, les questions qui fâchent. Il est certain que, bon, c'est un constat. Je ne suis pas certain qu'un Français se considère comme un francophone la plupart du temps. Ce sont les autres qui sont francophones. Et Lebris avait raison. Déjà, quand il avait travaillé au manifeste pour une nouvelle langue française, je crois, c'était pour notre littérature mondiale. Je n'ai pas le titre exact du manifeste, avec lequel je n'étais pas d'accord à titre personnel. On part du principe que la France, c'est la France. La langue française est devenue une sorte d'héritage pour les pays francophones. Et donc, l'aventure de cette langue-là reste à la charge des pays eux-mêmes. Mais sauf qu'on a oublié que dans cet héritage-là, il est resté, c'est comme un ancien mariage, quoi. Il y a eu des enfants, donc on ne peut pas couper les ponts complètement. Et il y a une sorte de respect qui doit se faire.
à ce niveau-là. Bon, donc, que dire? Oui, moi je voudrais, mais sauf que la francophonie a un aspect politique très conflictuel entre les pays dits francophones et la France elle-même. Moi, je pense que nous avons des solutions plus faciles à trouver à un niveau universitaire, loin de la politisation de la langue française. Chaque fois que l'on va sur le terrain de l'idéologie et de la politique, oui, la francophonie souffre, elle ne marche plus. Mais si on reste dans le système de partage des savoirs, je crois qu'il y a encore des choses qu'on peut mettre en place. Parce que la plupart du temps, je crois que les universitaires, quand ils se rencontrent, ils ne se considèrent même pas comme francophones. Hein. Ils sont universitaires, point. Donc, c'est encore une autre mentalité. L'université est au-dessus du partage même de la langue. C'est plutôt un partage de savoir et de compétences. Merci, Kangmi. Alors, on n'a pas d'autres questions en ce moment. Je vais vous en poser une. Puisque vous avez parlé dans l'introduction de votre venue à Albi pour la revue Occitania. Oui, Donc, vous savez que... je cherchais la revue même d'ailleurs. Ah là là, mais vas-y, je t'écoute. Alors, vous savez qu'en France, on a des langues régionales et que c'est le cas. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler de langue régionale au Togo, mais on était en train de discuter en préparant la conférence de la langue Ewe et du fait que Lomé est situé donc à la frontière du Ghana. Le centre-ville de Lomé est situé à 10 minutes de la frontière ghanéenne, c'est ce que vous me disiez. Et donc, on parlait du fait que cette frontière n'en était pas vraiment une. Et c'est là où moi je vous interpellais, je vous ai dit, mais il doit bien y avoir pourtant une frontière linguistique. Et la frontière linguistique n'existe pas parce que de fait, la plupart des personnes qui habitent la zone, donc Lomé ou la frontière ghanéenne, proche de Lomé, parlent la langue Ewe. Donc cette frontière linguistique, en fait, elle existe dans les cartes, puisqu'on voit le Togo comme un pays francophone, le Ghana comme un pays anglophone. Mais est-ce que justement, alors la francophonie ou l'anglophonie parfois ne limite pas les relations? Est-ce que l'enseignement en langue Ewe, par exemple, pourrait être un facteur d'internationalisation pour l'université de Lomé, puisque ça permettrait de recevoir donc une communauté étudiante importante de la part du Ghana et peut-être même du Bénin, puisque cette langue est parlée jusqu'à à l'ouest du Bénin. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que des enseignements se font en langue Ewe? Et, euh, et si oui, est-ce que c'est un facteur d'internationalisation? Question intéressante, question qui me passionne à titre personnel, parce que dans les discours sur la francophonie officielle, pendant des années, beaucoup d'Africains francophones ont essayé de revenir sur la question de la langue française comme langue partenaire des langues nationales des pays qui ont adopté le français. L'Ewe, c'est le cas de l'Ewe. L'Ewe est une langue qui est parlée du Ghana jusqu'au Bénin, sur 3 pays. Une langue qui s'étend sur 3 pays, les locuteurs sont importants. Cette langue-là, elle n'a pas la même fortune au Ghana, au Togo et au Bénin. Je crois que le pays où l'on a le plus développé les enseignements en Ewe demeure le Ghana. Parce que très tôt, dans le système éducatif mis en place par les Britanniques, on a essayé, dès l'école primaire, d'enseigner à écrire la langue Ewe aux jeunes écoliers ghanéens, ce qui leur a donné une sorte de libération, loin de tout complexe, à savoir que la langue anglaise que nous apprenons à l'école vaut la langue Ewe que nous apprenons également à l'école. Nous écrivons les deux, nous pouvons être à l'aise dans les deux et produire du savoir avec les deux. Et ça, malheureusement, le Togo ne l'a pas fait. Il fut une période où ce n'est pas à l'école primaire que ça a été tenté au Togo, mais plutôt au niveau du collège, dans les classes de 3e.
où l'on a pris les langues nationales pour les enseigner, mais l'expérience n'a pas perduré. Et donc, c'est vraiment dommage. La langue française a pris le dessus alors que l'EV a une tradition oratoire, rhétorique très intéressante qui aurait permis de mettre en place des centres d'enseignement de cette langue à l'usage des étrangers, une sorte de langue zoo, je sais pas, entre Lomé et Accra, qui permettrait à des chercheurs américains, européens, de venir apprendre cette langue-là dans la pure tradition des recherches linguistiques et anthropologiques. Ça, c'est pas fait. Mais moi, je ne désespère pas parce que tout le temps qu'on arrive à parler de la francophonie, je rappelle aux gens que la vraie maîtrise d'une langue étrangère ne se fait pas sans la maîtrise égale de la langue maternelle. Et pour moi, que ce soit l'Evé, langue parlée au sud du Togo, que ce soit le Kabyé, langue parlée au nord, le Tem, langue parlée au nord, l'écriture de ces langues-là permettrait de mettre à égalité la langue française avec les langues nationales. Et ça, je crois que c'est un véritable enjeu politique qui serait presque révolutionnaire si un jour on y arriverait. Merci. Alors, on a une question d'Estelle. On repart sur à l'échelle macro. Estelle, donc, voudrait savoir si le déclin de la langue française ne dépend pas de la francophonie elle-même, car il y a certains pays francophones qui valorisent plus l'anglais que le français. Oui, elle n'a pas tort. Le déclin, je parlais de substitution, de transfert, ça c'est quand je veux contourner la réalité. Il y a aussi des décisions une série de décisions qui sont prises par les États. Vous avez parlé dans votre introduction du Togo qui a rejoint le Commonwealth. Bon, je dirais que c'est une affaire très politique et diplomatique d'abord, mais l'incidence se verra à plus ou moins long terme. Donc, quand les États eux-mêmes prennent la décision de multiplier les partenaires, cela va de pair avec de nouvelles instructions qui sont données. Donc, l'anglais aujourd'hui est très valorisé dans le discours politique togolais. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre, mais vous avez le même débat au Gabon, tous les pays francophones africains qui ont rejoint le Commonwealth. Parfois, ce n'est pas du dépit amoureux, non, c'est juste une sorte de... oui, c'est dans l'air du temps. L'anglais étant devenu une langue... comment la qualifier? Une langue automatique. Hein? Oui, les gens la considèrent comme la lingua franca de demain. Elle est devenue automatique et internationale. Donc, on pousse les gens à se tourner vers cette langue-là. Les États ont leur raison. Maintenant, la francophonie en soi, comme philosophie, comme idée du monde, projet de vivre ensemble, est quelque chose qui peut également être résolu par de vrais choix politiques. Mais oui, à celle qui m'a posé la question, je répondrai, vous et moi, ne sommes que de simples serviteurs de cette langue-là. Très bien. Alors je regarde, je ne vois pas d'autres questions. Si, pardon, si. Pour rebondir, Gérard à nouveau, pour rebondir sur votre réponse, si on revient sur le point universitaire où les universitaires sont considérés comme des écrivains, on constate que les publications, précisément des œuvres en langue anglaise, qu'elles soient au Nigeria, en Afrique du Sud ou en Angleterre, ont une influence très importante, mais quand des publications en langue française ne sont pas faites à Paris, Gallimard ou Le Seuil, l'influence est beaucoup moins grande.
est-ce que le déclin ne vient pas de là aussi? Et deuxième question, quelle solution pour rehausser la langue française à un niveau égal que celui de l'anglais? Sur ce plan, je dirais non. Pour la littérature comme institution, c'est une longue histoire qui se met en place dans les pays que l'on choisit. Quand vous étudiez l'histoire de la littérature allemande, quand vous étudiez l'histoire de la littérature américaine, quand vous arrivez à l'histoire de la littérature française, vous vous rendez compte que il y a toujours une sorte d'accompagnement de cette littérature par un marché, un système éditorial qui a évolué de siècle en siècle jusqu'à devenir performant. Le vrai problème, c'est que ce n'est pas parce que l'on publie chez soi que l'on n'est pas connu, c'est parce que toute la machine qui permet de faire la visibilité d'un auteur en Afrique, cette machine n'est pas la même qu'à Paris ou à Montréal. Ah bon, j'ai dit Montréal parce que les Montréalais vont à Paris pour la sortie de leur bouquin. J'ai des collègues qui vivent au Canada. Chaque fois qu'ils sortent un livre, ils font une double édition au Seuil et à Québec, mais le show télévisuel va se faire sur les plateaux de la télévision française. Mais parce que l'institution littérature fonctionne autrement depuis le 19e siècle au moins en France. On considère quand même comme Paris comme un centre littéraire important. Ça ne se décrète pas. Je ne pense pas que ça puisse se décréter. Donc, pour renverser la tendance, il faudrait que, sociologiquement déjà, on règle la question des instances de légitimation de la littérature africaine produite en Afrique en français. Quand un auteur africain publie à Cotonou, à Lomé ou à Ouaga, la plupart du temps, il publie à 200 exemplaires ou à 250 exemplaires, alors qu'il a l'opportunité, s'il trouve un éditeur à Paris, de publier au moins à 5000 exemplaires. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, s'il obtient un prix quelconque, parce qu'il y a de faux prix à Paris, mais les prix aussi ont leur logique. Le prix, c'est justement pour faire parler du livre. Il y a des prix, il n'y a même pas de sous. C'est pas l'argent qui est le plus important. C'est l'impact de la distinction qui compte. Mais je ne sais pas combien de prix littéraires il y a au Bénin, au Togo, j'en sais. Il y a rien. Il y a rien au Togo. Tu publies un livre, tu n'auras pas de prix littéraire. À Ouaga, je ne sais pas. Donc, la question de l'instance de légitimation se pose. Instance de légitimation, et je dis l'école, le système éducatif ne valorise pas non plus les productions littéraires faites par les auteurs africains dans le contexte de leur pays. Or, entrer dans un programme scolaire est quand même une très grande consécration pour un auteur et la possibilité à devoir multiplier la production de ces livres. Bon, il y a la piraterie après. Je suis entré au programme de l'éducation nationale en classe de 3e il y a 2 ans. Mon éditeur a failli faire faillite parce qu'on a piraté l'ensemble des livres. Et les livres que lui, il a mis sur le marché sont devenus plus chers que les livres piratés. Donc, il y a un ensemble de choses qui font que le centre littéraire n'est pas un centre forcément idéologique, mais c'est un centre technique qui a résolu énormément de problèmes. Et donc, les auteurs sont comme tout le monde, sont un peu comme des commerçants. Ils cherchent la facilité, donc ils vont se diriger vers là où il y a une facilité à répondre à leurs problèmes. Alors, on va prendre une dernière question, celle de Kuchando.
qui vous félicite à nouveau, comme la plupart des participants. La réalité géopolitique actuelle ne pourrait-elle pas faire fléchir la langue française si l'on prend en compte la méfiance manifeste de plus d'un État africain vis-à-vis de la France? Question très actuelle. Question très actuelle. Il y a, j'allais dire, un collègue de l'université de Lomé, au demeurant notre ministre des Affaires étrangères, philosophe de formation, philosophe politique, qui développe ces derniers temps cette idée, ce concept qu'il a appelé l'africanophonie, en lien avec tous les mouvements de contestation de la France dans certains pays subsahariens comme le Burkina Faso, le Mali, essentiellement le Mali, où lui-même, comme diplomate, a été à la manœuvre dans la négociation des conflits entre le Mali et la Côte d'Ivoire, entre la France et le Mali. Il développe cette idée. C'est vrai qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la France. On ne peut même pas fuir cette question. C'est un peu comme ce qui est arrivé aux Américains. US go home, aujourd'hui c'est French go home. OK? Donc, le French go home est devenu une sorte de défense et illustration de ce concept de l'africanophonie. Nous voulons être nous-mêmes, nous voulons mettre en place nous-mêmes les accords de coopération, nous ne voulons plus qu'on nous les impose. À la limite, la Boétie serait content. Si tu veux être serf, ben, la servitude volontaire, c'est toi qui mets ça en place. Mais on ne peut plus t'imposer le sens de la servitude. Donc, c'est des questions pour moi qui sont dérangeantes parce que j'ai toujours fait la part entre la langue, son potentiel linguistique, son potentiel heuristique et la langue comme outil utilisé dans les conflits entre les États. Ce n'est pas récent, pendant des siècles, la langue française a dominé la politique en Russie. Et puis un jour, elle a régressé pour des raisons que les historiens nous expliquent très bien. De la même manière, aujourd'hui, quand le débat se porte sur l'africanophonie, je ne suis pas certain qu'il faille systématiquement en tirer la conclusion que le French go home signifierait le français go home aussi. Non, ce n'est pas la même chose. On n'évacue pas ainsi des siècles d'histoire. On ne peut pas. Je crois que ce serait vraiment suicidaire. À la fin de la guerre d'Algérie, on a vu tous les errements qui ont eu lieu dans le système linguistique algérien. Où un coup, on a dit French go home, d'accord, langue française go home, arabe bienvenue, welcome, mais au bout d'un moment, on a vu la difficulté, on a patiné, on est revenu. Oui, c'est l'idéologie qui pousse à confondre la place que l'on devrait donner à la langue avec la place que l'on devrait donner aux relations entre les États. Pour moi, ce ne sont pas les mêmes choses, cher monsieur Ngakoba. Eh bien, je pense que l'on va conclure avec cette question. Kang Nyalem, merci beaucoup. C'était passionnant de pouvoir vous écouter, de voir de toutes vos réponses, toutes ces questions. Et toutes vos réponses à ces questions étaient vraiment passionnantes. Ça nous a beaucoup éclairé. Alors, on a beaucoup appris auprès de vous. Et je pense l'unanimité en tout cas des personnes qui ont posé les questions, vous ont félicité pour cette causerie. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Ce sera un plaisir de vous recevoir, donc, physiquement, quand ce sera possible. Amin Albi. Je crois que je vais revenir parler un peu occitan à Albi. Vous êtes le bienvenu pour apprendre l'occitan. Peut-être votre livre a-t-il été traduit en occitan ou pas encore? Pas encore. On va y travailler. On va y travailler.
Mais je vous remercie beaucoup et je vais conclure cette soirée donc, en remerciant aussi vos collègues, notamment Gnon Baba et Edem Koledzi, qui ont fait le lien, qui ont permis de faire le lien entre nous et qui ont permis de rendre cette conférence possible. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé et vous pourrez retrouver très bientôt la vidéo, l'enregistrement de cette conférence pour ceux qui n'ont pas pu participer. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi à Allez, tous. à plus tard.